Dans cette vidéo, on va créer une application de to-do list en utilisant HTML, CSS et JavaScript. On va passer par toutes les phases de développement d'une application. Let's get started. Comme toute application qu'on veut créer, la première phase par laquelle on va passer, c'est la planification et spécification. Notre application doit nous permettre de pouvoir créer des tâches, mettre à jour le titre d'une tâche, pouvoir supprimer des tâches, compléter des tâches et afficher la liste de toutes les tâches qui sont disponibles. Avec ces fonctionnalités qu'on veut avoir pour les tâches, ce qu'on voit qui se répète, c'est l'objet tâche. Et avec mon expérience, quand un mot-clé se répète, généralement dans votre programme, on peut créer une fonctionnalité ou une classe qui va gérer cet élément-là. On va créer une classe to-do pour représenter cette tâche-là qui sera caractérisée par son ID, sa date d'échéance, son état booléen si elle est terminée ou pas et par son titre. D'autres fonctionnalités que j'aimerais rajouter dans une deuxième phase, dans une autre itération de cette application seraient des animations lorsqu'une tâche est créée, supprimée ou bien compléter, de pouvoir rajouter aussi une liste qui va afficher les tâches qui sont terminées. Après avoir établi nos exigences logicielles et des éléments qui vont jouer des rôles clés dans notre programme, on va passer maintenant à la phase de design graphique. Pour cette phase-ci, la première chose que je commence, c'est un peu comme la phase précédente, on planifie toujours, c'est-à-dire je vais rechercher des applications to-do qui existent déjà. Je recherche sur Dribbble, sur Pinterest, sur Google, peu importe où je recherche pour m'inspirer en fait et voir les différents modèles qui existent à l'extérieur. Maintenant, après avoir fait ces différentes recherches, je vais ouvrir mon logiciel de design qui est Figma et pouvoir faire les différents designs et l'ajuster en fonction de la vision que j'ai. Maintenant, on doit faire en sorte que ce design représente toutes les fonctionnalités qu'on aimerait avoir dans l'application. Ça, c'est la phase, ça, c'est l'élément que le développeur va utiliser plus tard pour pouvoir développer l'application de manière claire sans se poser des questions. Est-ce que je dois rajouter ça ou pas? C'est avec le design, il va prendre ça et recréer ce design. Heureusement ou malheureusement pour nous, le développeur, c'est aussi nous. Donc, on va passer dans la prochaine phase qui est la structure de notre projet. Maintenant qu'on a les spécifications de l'application et on a le design de l'application, est-ce qu'on commence à coder? Oui, presque, on y est presque. Maintenant, comment est-ce qu'on va structurer notre projet et quelles sont les ressources qu'on va utiliser dans notre projet? Déjà, pour la structure du projet, la structure de dossier elle sera assez simple. On aura 3 fichiers. app.js, index.css et index.html. Ça, c'est pour notre application. Maintenant, j'aurai aussi un dossier qui s'appellera images, dans lequel je vais mettre des images comme l'image de background que vous voyez là, mettre certaines icônes. Et il y a d'autres icônes que je n'ai pas mis là parce que je vais utiliser directement les icônes de Bootstrap Icon, qui est dans une ressource qu'on va utiliser dans cette vidéo. Vous allez sur Bootstrap Icon, vous voyez comment utiliser ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand on sera vraiment dans le projet. Mais on va utiliser Bootstrap Icon pour avoir les icônes dans notre application. On va utiliser Google Fonts. On va utiliser plus précisément le fond Montserrat pour donner un fond plus professionnel à notre application. Ça, c'est à peu près tout pour les ressources extérieures qu'on va prendre pour amener dans notre application. Et maintenant, là, on est prêt à coder. Ouvrez votre éditeur de texte préféré. Le mien, c'est Visual Studio Code. Et assurez-vous que votre projet soit bien structuré comme le mien. Et on va ouvrir maintenant chacun de nos fichiers pour pouvoir commencer la programmation. Bien évidemment, on va commencer par le HTML. Dans mon app container, ce que j'ai, mon app header, mon app content et un autre app content. Ça, c'est pour les tâches à faire et ça, c'est pour les tâches qui sont terminées. Pour le app header, ici, j'ai mon titre. Comme vous le voyez ici, j'ai un sous-titre et j'ai un bouton qui va être utilisé pour créer de nouvelles tâches. Ce bouton-là a une petite icône plus qui est une icône Bootstrap que vous pouvez utiliser une fois que vous avez bien inclus Bootstrap Icon.css. J'ai aussi oublié de mentionner que j'ai inclus Pure CSS, le CSS minimum de base qui me permettra de retirer certains éléments et d'uniformiser mon CSS dans différents navigateurs. Ça, c'est un petit CSS que j'utilise généralement pour que mes composants, mon application par défaut ressemblent à la même chose, peu importe le navigateur. Et j'ai tout ça en fait parce que souvent on a des composants qui ressemblent à certaines choses dans un navigateur et pas pareil dans d'autres navigateurs. Ça me permet d'uniformiser ça. Ok, ensuite dans mon app header, j'ai un task creation component qui est un formulaire qui a un ID. Je le déclare en tant que formulaire parce que je pourrais plus tard en JavaScript récupérer toutes les datas qui sont ancrées dans ce formulaire, c'est-à-dire le titre, date d'échéance, etc. Et comme vous voyez, chaque élément ici est caractérisé par une ligne. La ligne a une icône et un champ, une icône, un champ et une autre colonne. C'est ça ici, icône et input. Et la deuxième ligne, c'est icône, input et une autre colonne qui sera le texte et l'input pour l'heure d'échéance. Après ça, j'ai une troisième ligne qui est une ligne pour les actions
c'est ici qu'on pourra rajouter le bouton ajouter et le bouton annuler. Ça c'est tout ce qu'on a dans notre HTML par rapport à notre Task Creation Component. On a aussi des tâches qui seront rajoutées lorsqu'on crée une tâche. Comment est-ce que ces éléments sont représentés dans le HTML? Si je viens ici, je fais un inspect et je vais sélectionner cet élément-ci. Vous allez pouvoir voir comment il est créé. Ce task est divisé en 3 parties: son icône, ce contenu et ses actions. L'icône contient juste une image. Task Content contient H3 qui est le titre, un paragraphe pour les informations, et le div action c'est juste nos 2 boutons pour supprimer et compléter une tâche. Ça c'est pour le HTML. Et maintenant pour le CSS. Parlant de CSS, c'est ça notre prochaine étape. Index.css. Là, vous voyez, notre fichier index.css a plus de 500 lignes de code. Je ne vais pas aller à travers chaque ligne de code pour vous expliquer ce qu'une propriété CSS va faire. Mais ce que je vais faire, donc, c'est prendre chaque élément et vous dire ce qu'on essaie d'accomplir avec ces classes CSS là et comment on essaie de le faire. D'abord, pour les éléments principaux, au début de notre CSS, je commence toujours par le root qui va contenir toutes les variables dont on aura besoin plus tard. Dans cette application, ce sont principalement juste des couleurs. Ce sont des couleurs qu'on va utiliser plus tard dans l'application. Lorsque j'aurai besoin du vert, je sais que j'utilise juste la variable primary color et je pourrais l'avoir au cas où maintenant, si je veux changer la primary color plus tard dans mon application, je n'ai pas besoin d'aller la changer partout dans le code. Je la change juste dans ma variable et elle sera affectée partout dans le code, comme une variable fonctionne dans JavaScript en fait. Après le route, ce que je fais, c'est sélecteur all, étoile et étoile after, étoile before. Ça, c'est le sélecteur qu'enfin on utilise pour pouvoir retirer des éléments indésirables dans notre page HTML. Plus principalement, ce qu'on rajoute, c'est cette propriété-ci qui permet à ce que lorsque je définis hauteur, une largeur à un élément, qu'il soit vraiment la hauteur et la largeur définie. Parce que l'HTML a cette mauvaise habitude là, lorsque tu rajoutes des paddings ou des margins, ça modifie la largeur de l'élément. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais on peut éliminer ça facilement en utilisant cette propriété et le problème sera réglé. Ensuite, j'ai le body, c'est lui que je vais donner un peu la structure générale de notre application, définir le fond, c'est-à-dire la police qui sera utilisée, la taille de la police. On va aussi définir ici notre image d'arrière-plan afin que notre application ressemble à ce que le designer nous a donné de faire moi-même. Ok, pour la suite des autres éléments, je vais aller assez rapidement, mais de manière claire pour que vous compreniez le rôle de chaque élément et comment on utilise ça. Mais tu as accès au code pour pouvoir regarder chaque ligne de code que tu désires. Ce que je vais rajouter sur le CSS, avant d'entrer dans les détails, c'est que j'utilise aussi des animations plus tard. Et une ressource vers laquelle je me dirige généralement pour créer ces animations simples qui sont déjà communes là, c'est animista.net. Et ici, je peux sélectionner les animations que je veux et prendre juste les keyframes qui sont déjà créés pour moi, personnaliser un peu l'animation. Et lorsque je prends les keyframes, je peux le rajouter dans mon code. Bien sûr, je laisse une référence dans le code pour leur dire merci, mais c'est comme ça que je n'ai pas besoin de recréer des keyframes chaque fois. Je pars juste où je sais que c'est déjà fait pour moi et j'utilise. Ça me permet d'être plus productif, plus rapide. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise des frameworks comme Bootstrap, Angular, etc. Une fois qu'on a terminé avec le body, on passe au App Container. App Container, son rôle, c'est de vraiment contenir l'application. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser les propriétés CSS pour pouvoir contenir l'application en fonction de ses composants. Donc, j'utilise le DisplayFlex et j'utilise Flex Direction Column afin que les différents composants de cette application, c'est-à-dire le header et les contents, soient affichés sous forme de colonne. Les éléments de la classe header ou app content, je vais définir une largeur minimale de 95% ou 520 pixels, dont la valeur qui est la plus minimale sera utilisée. C'est-à-dire que si l'écran devient plus petit que 520, ça va prendre 95% de l'écran. C'est ça qui fait que notre élément s'ajuste un peu en fonction de la taille. Maintenant, lorsque je le grandis et grandit un peu, mais lorsque 95% dépasse déjà 520, 520 devient dans le minimum, donc ça ne devient pas plus grand que 520 pixels. App Header lui contient notre titre, sous-titre, etc. Donc ce que je vais juste rajouter à la fin du header, c'est des marges et dit que mon header soit affiché aussi sous forme de colonne. On a un élément, un deuxième, un troisième, chaque élément est une colonne en fait. Le titre sera juste jouer un peu avec la police, les différentes polices, comment on veut qu'ils soient alignés, etc. Pareil pour le sous-titre. Et lorsqu'on passe sur le bouton Add, là on va rajouter des propriétés pour lui donner le look qu'il a et aussi rajouter après qu'est-ce qui se passe lorsqu'on survole notre élément. Donc changer le background, changer la couleur, changer le text shadow, je le retire parce que là j'ai rajouté un texte.
shadow ici qui me permet juste de rendre le texte plus lisible vu que le background est un peu bizarre là. Avoir le texte shadow fait en sorte qu'il soit un peu plus lisible. Et une autre chose clé à mentionner, c'est juste la transition que je fais là. Je rajoute deux transitions qui vont permettre à ce que lorsque l'utilisateur survole, il y a une transition entre lorsqu'il n'y a aucun background et lorsque le background devient vert. Pour le reste des choses, vous pouvez le lire vous-même. C'est juste jouer un peu avec le display flex, la couleur, l'arrière-plan, les bordures, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, notre bouton ressemble à ce que vous voyez là. Maintenant au Task Creation Component. Son display par défaut c'est None parce qu'il n'est pas affiché. C'est lorsqu'on va ajouter la classe active plus tard qu'on va pouvoir l'afficher avec le display flex. On va changer display None à display flex. Mais vu que je sais qu'il sera display flex plus tard, je peux déjà commencer à configurer les propriétés qui sont liées au display flex. J'aurais aussi pu les mettre qui ne sont affectés que lorsque c'est actif, mais ça change pas vraiment grand chose. Et ici je lui donne une largeur maximum de 100%, il va prendre toute la largeur disponible, une hauteur automatique en fonction du nombre d'éléments, la taille des éléments qui sont à l'intérieur. Il va grandir, je rajoute un padding pour avoir de l'espace à l'intérieur de la boîte là, et un box shadow pour que l'élément ait un ombre en arrière de lui. Et comme je disais, lorsqu'il est actif, il va être affiché, mais par défaut il n'est pas affiché. Maintenant j'ai ces différentes classes aussi par rapport au Task Creation Component aussi qui sont Activating, Deactivating et Already Active. Si je fais sortir ma console là, je vais la mettre là ici en dessous et ce que je vais faire c'est inspecter cet élément-ci. Observez bien notre formulaire, vous voyez que là maintenant il y a la classe active qui a été rajoutée. Ça se fait plus tard en JavaScript. Mais lorsque je clique à nouveau sur nouvelle tâche, vous voyez que ici ça a été rajouté already active pour un certain moment et après il a été retiré. Je refais, observez bien ici, comme je disais, lorsque je clique, already active apparaît et lorsque already active apparaît, il y a une animation qui est jouée. Cette animation de shake là est jouée pour dire que l'élément est déjà disponible. Arrête de me cliquer. Et lorsque je clique sur annuler, vous allez voir quelque chose se passe, c'est Deactivating qui apparaît pour quelques millisecondes. C'est vraiment difficile à regarder, mais c'est ça qui va me permettre de lancer l'animation pour faire disparaître notre élément. Lorsque je clique sur nouveau, ça apparaît Activating qui fait apparaître notre élément. Donc ça c'est trois différentes classes en fait qui vont faire jouer différentes animations à différents états de notre composant. Lorsqu'il est en train d'activer, je fais jouer l'animation Sliding Top avec 250 millisecondes. Cette animation a dure 250 millisecondes, un quart d'une seconde. C'est pour ça qu'elle va assez rapidement. Si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas la voir. Et ça rend vraiment l'application fluide. La manière qu'elle disparaît assez rapidement là et apparaît rapidement, ça fait que l'application a l'air plus fluide. Et j'utilise un cubic Bezier qui me permet de jouer un peu avec la vitesse à laquelle l'animation est jouée. C'est-à-dire quitter de 0,25 à 0,46, après diminuer un peu à 0,45 et augmenter vers la fin à 94. Ça, ce ne sont pas des choses que j'ai écrites moi-même et vous n'avez même pas forcément besoin de le comprendre si vous utilisez la ressource que j'ai dit en début de vidéo qui va créer toutes ces animations là pour vous. Vous pouvez jouer avec les vitesses et même dans votre navigateur ici, je vais vous montrer un bonus pour ceux qui sont intéressés, comment jouer un peu avec les animations dans votre navigateur. Par exemple, si je clique sur Active ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner la classe ici et rajouter la classe, par exemple, Already Active. Et lorsque vous la rajoutez, vous allez voir l'animation va jouer une fois. Mais vu que je l'ai rajouté manuellement, elle ne disparaît pas. Ce n'est pas notre JavaScript qui l'a fait, donc elle ne pourra pas la retirer. Et lorsque je rajoute, cet élément-ci apparaît ici. Ça, c'est notre CSS. Et vous pouvez jouer avec l'animation, la courbe d'animation. Si je viens ici, vous allez voir, ça c'est à peu près la vitesse à laquelle elle va jouer. Je peux venir ici, paramétrer un peu la courbe là. Vous allez voir, elle sera un peu plus rapide, comme ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je désactive animation et je réactive, bon, je dois désactiver les deux. Si je désactive et je réactive, désactive, réactive, vous voyez l'animation elle est plus rapide. Ça c'était un petit détour là pour vous montrer un peu comment jouer avec les animations, même dans votre navigateur. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre tous ces chiffres là. Il y a des outils qui vous permettent d'utiliser des bonnes animations, différentes vitesses de manière simple. Ok, donc vous avez compris le principe avec nos différentes classes. Je ferme ça. Le principe avec nos différentes classes, donc c'est qu'ici on aura Deactivating et Already Active. Je vais faire jouer différentes animations. Ces animations, elles sont créées là en bas.
Je les ai mis toutes là en bas, je les ai regroupés. Ce sont des keyframes. Si vous n'avez jamais utilisé des keyframes, je ne peux pas vous expliquer des keyframes dans cette vidéo. Ce n'est pas le but. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça dans le passé. Vous pouvez la regarder. Et lorsqu'on a fini de gérer les animations, les différents états de notre composant, on peut passer au prochain élément. C'est ce qui constitue notre composant, c'est-à-dire le row. Moi, je vais actualiser ici pour faire en sorte que ça retire tout ce que j'ai modifié là. Ok, le row, comme je l'ai dit, c'est un display flex row et je fais quelques éléments. Donc, le row a un input. Je fais en sorte que cet input là grandit au maximum de ses capacités avec ce flex grow et je mets un padding, un background à notre input. C'est ça. Pareil pour le row icon, je donne de largeur et de grandeur pour qu'elle soit uniforme et je lui dis comment elle doit s'afficher. Row action, je lui dis qu'elle doit s'afficher à la fin avec flex end à la fin de la ligne au lieu d'être au début comme les autres. Et pour les boutons, je lui donne des padding, des borders et un pointeur lorsque on survole le bouton. Ensuite, on joue avec certaines propriétés pour le bouton pour le rendre un peu plus beau et changer ces variables là lorsque le bouton est survolé. Pareil pour le bouton annuler, on change juste les couleurs. Ici, on utilise danger color pour le bouton annuler et on utilise primary color pour le bouton ajouter. Maintenant, on passe au contenu de notre page. App Content lui sera juste un display flex sous forme de colonne aussi. Et chaque élément sera affiché sous forme de colonne. Chaque élément va prendre tout l'espace disponible horizontalement. Et ils seront affichés de manière verticale. Dans App Content, chaque élément, chaque tâche sera affiché sous forme de colonne, c'est-à-dire chaque élément va prendre tout l'espace horizontal qu'il a de disponible. Et dans le prochain élément est forcé d'être à la prochaine ligne. C'est comme ça que colonne marche. Et je fais en sorte de rajouter un gap, c'est-à-dire un espace entre chaque élément. C'est cet élément ici. J'ai pas besoin de jouer avec les margin padding. Lorsque je rajoute juste le gap ici, je vais rajouter l'espace entre différents éléments. To-do list. Lui, ce que je fais, c'est que j'ai rajouté une ligne, cette petite ligne grise presque blanche ici à la fin, pour pouvoir la séparer des tâches qui sont complétées plus tard. La classe tâche représente notre tâche. Donc, on va juste s'assurer de représenter notre élément sous forme de display, des espaces comme il faut, et un shadow afin qu'il ressemble au design que notre designer nous a donné. On a aussi des différents états lorsque la tâche est cliquée, lorsqu'elle est complétée, lorsqu'elle est en train d'être supprimée. On va jouer différentes animations. C'est-à-dire lorsque je clique sur compléter, vous voyez cette animation de pouf là, c'est ça que ça s'appelle pouf out center. Donc elle disparaît sous forme de pouf. Et slide out left, c'est lorsque la tâche est en train d'être supprimée. Vous voyez ici. Lorsque les tâches sont complétées, elle apparaît dans cette liste-ci avec ce sous-titre qui n'était pas là avant. Mais lorsque je vais supprimer là, on aura l'animation task deleting dans slide out left qui va jouer pour demi-seconde. Voilà ça. Et maintenant, lorsqu'il n'y a plus aucune tâche, donc on n'a plus besoin d'afficher le titre complété. Ça, on va gérer ça dans JavaScript plus tard. Ça n'a rien à voir avec notre CSS. Et donc, c'est comme ça qu'on fait jouer une animation lorsque la tâche est en train d'être supprimée. Lorsque la tâche est complétée, je réduis son opacité. Le titre, on joue avec les fonds, la police, comment elle sera affichée. Maintenant, le titre, ce que j'ai rajouté dans mon HTML, c'est Content Editable. Ça, c'est une propriété que vous rajoutez un élément pour rendre le contenu modifiable. Vu qu'il a la propriété Content Editable, il sera capable d'être modifié par l'utilisateur. Donc, je peux venir ici, je le clique. Vous voyez là, je peux le modifier et il reste comme ça. Je dis donc que lorsqu'il est survolé ou bien lorsqu'il est focus, là, je fais apparaître que cette icône de modification là. Sinon, il n'apparaît pas avant. Donc, vous voyez que c'est comme ça qu'il je le fais apparaître. Malheureusement, j'ai aussi ce petit 2 qui apparaît là. Là, c'est une extension de mon navigateur que j'utilise pour rectifier des fautes. Sinon, ça ne fait pas partie de l'application. Donc ici, pour faire apparaître une icône lorsque l'élément est survolé, ce que je fais, c'est juste de s'assurer de faire un display pour qu'il soit affiché d'abord, qu'il soit créé cet élément-ci. Et mettre content, définir content pour dire que oui, existe. S'il n'y a pas de contenu, il ne sera pas créé. Et là, je vais faire un peu de positionnement. Comment est-ce qu'il sera positionné par rapport au titre? Et là, je vais définir un background image qui sera vraiment le SVG de notre crayon. Le background repeat, j'ai dit qu'il ne se répète pas. Je définis une taille de crayon et une largeur hauteur pour cet élément-ci afin qu'il soit comme vous le voyez là. Maintenant, le task content, c'est lui qui contient le titre et les informations de la tâche. Donc ici, je fais juste un flex gros 2 pour dire qu'il prend 2 fois plus d'espace que les autres éléments, c'est-à-dire que l'icône et que les actions. C'est pour ça que lui prend plus d'espace dans la boîte. Je fais aussi un display flex column pour lui afin que le titre et le task info soient sur 2 lignes séparées. Et je fais un word break all pour dire que peu importe comment le titre est modifié long, que ce soit séparé et parte à la prochaine ligne. C'est comme ça que je fais ça
avec cette propriété CSS. Sinon, si je l'en retire, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, l'élément devient bizarre comme ça. Et si je continue à écrire par exemple DDSS ici, et là, vous voyez, ça déborde notre élément. Donc, lorsque je le remets, vous voyez bien la différence. Les éléments, peu importe ce qu'on fait, vont rester dans leur espace disponible. Task info, lui, c'est juste les dates d'échéance. Task action, c'est les différentes actions qu'on peut faire pour les tâches. Flex, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc, si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas bien comment utiliser les flex, j'ai un tutoriel complet qui vous montre, qui vous explique bien ça en détail. Regardez-le, je vous le recommande. Et une fois qu'on a fait ce task action flexi, ce qu'on va donc faire, c'est définir un peu nos différentes icônes. Vu que ce sont des boutons, d'abord, avant d'écrire des boutons icônes, ce qu'on va faire, c'est retirer dans le background, retirer les bordures, mettre un curseur, définir certaines tailles, etc. Parce que si on ne faisait pas tout ça, par exemple, vous allez voir que ce sont ces boutons qui sont laids s'il y avait des bordures et des backgrounds. Et là, je rajoute juste des différents changements lorsque l'élément est survolé ou bien lorsqu'il est focus. C'est-à-dire, je change la couleur principale. Et maintenant, j'ai un section title. Section title, il est utilisé juste par exemple pour ça. Compléter. Ou bien lorsqu'il n'y a rien à faire ici. Vous allez voir, rien à faire. Ce sont des section titles qui n'existent pas dans notre HTML. Vous voyez, ils sont écrits nulle part ici. Mais je les rajoute dans mon JavaScript en fonction de l'état de notre application. Maintenant, la partie sucrée où la vraie programmation commence. Comme on a pris le temps de faire une planification avant, on sait déjà que notre application a 3 éléments principaux. En fait, 2. On connaît les caractéristiques d'une tâche, on a pris le temps de planifier ça en avance, donc cette partie est très facile à coder. J'initialise juste mes propriétés dans ma classe et je crée des getters et des setters pour ces éléments. Ce que JavaScript fait lorsque je mets cette tâche tag là, c'est qu'elle déclare ses propriétés privées. C'est-à-dire à l'extérieur de ma classe, je ne peux pas écrire par exemple, si j'ai un élément todo, je ne peux pas écrire todo.hashtag et id. C'est un élément privé, donc je ne peux pas y accéder. Maintenant, vu qu'on aura besoin de ces éléments à l'extérieur de la classe, par exemple lorsqu'on crée une tâche, lorsqu'on supprime les tâches, donc j'ai donc besoin de créer des getters et des setters pour pouvoir accéder à des éléments. Le todo app représente l'application de notre application todo et initialement, notre todo est capable d'afficher des tâches, de gérer des tâches, de rajouter des tâches. Donc, ce qu'on sait déjà qu'on aura besoin c'est d'un tableau qui va contenir toutes les tâches là. C'est ça le rôle de la propriété todo. Aussi, j'ai un tableau qui va contenir toutes celles qui sont terminées dans notre tableau. Et j'ai un todo ID increment, c'est lui qui va permettre d'incrémenter les ID de nos tâches. Vu qu'on a bien dit que notre tâche est représentée par un ID, et donc ces ID là seront gérés par notre UI ici. Normalement, si vous faites une application complète, c'est-à-dire front-end, back-end, l'ID ne sera pas géré par le front-end, l'ID sera géré par le back-end, c'est-à-dire lorsqu'une tâche est créée, elle est envoyée au back-end, le back-end va créer l'élément avec un ID spécifique pour cette tâche-là. Vu qu'on n'a pas de back-end dans cette application-ci, donc je le gère manuellement dans notre application front-end en initialisant l'application à 0 lorsqu'on la crée. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire aussi dans le init. C'est-à-dire, si je viens là, je peux rajouter ici this.ça et initialiser aussi l'incrément à 0 dans init. Ok. Donc, lorsqu'on a initialisé notre tableau et notre incrément, maintenant, ce sont les éléments pour notre UI. To-do form, app UI, bouton nouveau to-do. Ça, c'est le bouton nouveau to-do. Bouton ajouter. Et tous ces éléments-ci, tout ce que je fais, c'est juste aller dans le document getElementById et je prends ces éléments dans notre document. Comme je disais, tout ça sont des tâches normalement aussi qu'on peut faire dans notre initialisation. Mais ça ne dérange pas de le faire ici vu qu'on connaît le contexte que notre application sera créée juste lorsque notre page HTML a fini de recharger. C'est-à-dire qu'on est quasi certain que tous ces éléments qu'on a besoin de prendre par le ID existent déjà dans notre HTML. D'accord, une fois qu'on a récupéré tous nos éléments dans notre HTML, ce qu'on va donc faire, c'est créer certains éléments pour les animations. Ça, c'est les différents temps en millisecondes pour les animations que je vais utiliser. Lorsqu'une animation est courte, je l'ai donné 250 millisecondes, 500 pour une animation normale et longue 750. On va l'utiliser plus tard. Et maintenant, dans notre constructeur, ce que je me charge de faire, c'est juste initier mes to-do à un tableau vide. Ça aussi, pareil, c'est quelque chose que je peux faire dans mon initialisation. Donc là, on est rendu dans la fameuse fonction initialisation. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, vous voyez, elle initialise des éléments
qu'on a besoin à utiliser à les valeurs par défaut. Et maintenant, on va rajouter des event listeners. Les event listeners, c'est-à-dire qu'ils vont rester écouter lorsqu'un événement se produit sur un certain élément. Et je rajoute ce event listener là sur, par exemple, le bouton nouveau to-do. Bouton nouveau to-do, je rajoute event listener click. Ce que ça veut dire donc, c'est que lorsque on va cliquer sur cet élément, lui il a rajouté l'event listener. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler cette fonction-ci. Je vais dire this.affiche to do form.bind. Maintenant, ça c'est une manière bizarre d'utiliser en utilisant bind, this, false, etc. Qu'est-ce que ceci fait vraiment? C'est le bind, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un lien entre notre élément et le mot-clé 10 à l'intérieur de cet élément. Ok, je vous explique pourquoi on utilise bind et cette manière bizarre d'appeler la fonction callback avec event listener. Normalement, event listener, ce qu'on peut faire, c'est passer une fonction directe là, ou bien une fonction appelée déjà dans 10, par exemple 10.createToDo, et elle sera appelée pour nous. Mais ce qu'on veut faire ici, c'est appeler cette fonction déjà avec des paramètres précis, mais on ne veut pas l'exécuter tout de suite. Ce qu'on ne peut pas faire ici, sans utiliser le bind déjà, ou bien on peut créer une fonction et appeler cette fonction à l'intérieur de cette fonction. Ça marchera aussi. Le problème, c'est que maintenant, à l'intérieur de cette fonction, le 10 il représente le HTML element. C'est pour ça qu'on utilise le bind. Parce que dans le callback, lorsqu'il appelle un élément, par défaut, le 10, il est représenté par l'élément qu'on vient de cliquer ou bien l'élément qu'on vient de faire l'action dessus. Donc là, lorsqu'il vient de cliquer, le 10 devient dans le bouton. Ce que je ne veux pas parce qu'ici, je veux qu'on appelle une fonction qui se trouve dans notre classe. C'est pour ça qu'on va utiliser le bind. Et à l'intérieur de la fonction, le 10 donc ne sera pas représenté par l'élément bouton, il sera représenté par le 10 qui est notre classe. C'est un peu complexe, mais c'est une nuance à vraiment comprendre pour utiliser le bind. Maintenant que vous avez fait ça donc ce que je fais donc, c'est juste lorsqu'on clique sur un élément, appelle ma fonction avec le bind 10 bien sûr et passe le paramètre false. Paramètre false, on va arriver tout à l'heure comment l'utiliser ou pourquoi il est là. Pareil, j'initialise chaque event listener pour ces différents boutons. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton ajouter, c'est-à-dire ce bouton-ci, on va appeler la fonction créer todo. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton annuler, on va appeler la fonction affiche todo, mais avec un autre paramètre qui est true plutôt. Ici, on l'a appelé la même fonction, mais avec le paramètre false. On va arriver à la nuance dans quelques secondes. Et une fois qu'on a déclaré nos event listener pour les différents boutons, on va aussi déclarer un event listener pour l'application en elle-même. L'application UI, qui est notre app container que j'ai sélectionné avec son ID. Et ici, je rajoute un event listener pour todos updated. Todos updated, ce que je fais lorsque on reçoit todos updated, c'est que j'appelle affiche todo et je bind 10. Donc, lorsque l'application reçoit la notification que des to-dos ont été mis à jour, il va aller réafficher les to-dos, c'est-à-dire réactualiser notre interface. Cette fonction-ci, je vais l'utiliser plus tard. Et je fais pareil pour lorsqu'on reçoit l'événement to-do terminé updated. Vous voyez que ces événements-ci sont différents de clics, qui sont des événements par défaut de JavaScript, mais to-dos updated et to-dos terminé, ce ne sont pas des événements de JavaScript bien sûr, ce sont des événements que j'ai créés par moi-même. Et donc, on veut aussi avoir des appels lorsque ces événements sont produits dans l'application. Maintenant, on va faire ici un dispatch to-dos updated et un dispatch to-do terminé updated. Je fais un console log qui dit que l'application est initialisée avec succès et j'affiche ma liste de to-dos qui normalement doit être vide. Ok, si je prends dans dispatch to-dos updated, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire app UI et va dispatch event. Donc, il y a Add Event Listener et aussi Dispatch Event. L'Event Listener, lui, il écoute pour les événements. Qu'est-ce qu'un événement vient de se produire? Oui, appelle telle fonction, appelle tel callback. Mais Dispatch, lui, il dit que déclare cet événement-ci. Signale à App UI dans ce cas que cet événement vient de se produire. Et de quel événement on parle? C'est un nouvel événement que je vais créer qui est un Custom Event. Je vais donner un nom. Vous voyez le to-dos updated qu'on avait. Le Event Listener pour lui tout à l'heure. C'est ici qu'on le crée dans le dispatch to-dos. Donc, je crée cet event listener et je mets des détails. Les custom events ont la propriété détail dans laquelle vous pouvez mettre toutes les propriétés. Les custom events ont un objet détail dans lequel vous pouvez mettre toutes les valeurs que vous voulez. Donc, dispatch to-dos terminé updated. Ce sont des longs noms, mais c'est un peu clair lorsque vous lisez ça. Qui fait pareil, c'est juste que il fait pour l'événement to-do terminé updated. Vous allez m'excuser pour le français et l'anglais que je mélange quand je programme
Normalement, je programme en anglais. Toutes mes variables sont déclarées en anglais. Mais pour le tutoriel, j'essaie de le traduire en français pour vous. Donc, ça fait que parfois, il y a des choses que je suis seulement habitué à écrire en anglais et c'est un peu difficile. Donc, si je reviens à ma fonction initialisée, vous allez bien voir que nos event listener, c'était pour écouter les événements custom qu'on a créés plus tard. La fonction affiche to do form qu'on appelle prend la propriété annulée false par défaut. On l'appelle lorsque l'élément to do form est cliqué, lorsque le bouton nouvelle tâche est cliqué. Et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est afficher le formulaire pour le to do. C'est-à-dire si je clique à nouveau, là je vais cliquer, ça va passer en paramètre bouton nouveau to do, affiche to do avec la valeur false. Donc lorsque ça fait ça, donc l'application vient dans to do, ça passe annulé qui est la valeur false, c'est-à-dire que dans ce if-ci, on ne doit pas entrer à l'intérieur. On va aller dans le else plutôt et on va faire des vérifications. Est-ce que notre to-do form à la classe contient, est-ce que notre to-do form dans ces classes a la classe active? Si c'est actif, ce qui est le cas pour le moment, on va rajouter la classe already active. Lorsqu'on rajoute ces classes-là, vous vous rappelez dans le CSS, ça va donc jouer l'animation. Maintenant, je peux rajouter cette classe-là, mais je dois la retirer après parce que l'animation est jouée seulement lorsque la classe est rajoutée. Elle est jouée une seule fois. Donc, ce que je dois faire, c'est donc, après avoir rajouté ça, je vais donc créer un set timeout qui veut donc dire qu'exécute tout ce qui se passe ici à l'intérieur après cette durée de nos animations duration qu'on a créé plus haut. Donc, après un certain nombre de temps, animation duration, c'est un nombre qui vaut 500 millisecondes. D'après 500 millisecondes, tu vas aller et exécuter remove class list already active et efface cette fonction timeout de ton répertoire de fonctions en fait. C'est ça qui nous permet de rajouter la classe already active et la retirer directement après lorsque on a fini de jouer l'animation. Maintenant, ça c'est dans le cas où l'élément était déjà actif. Si par exemple je le ferme là, donc c'est que si je clique ici, ça va venir bien sur le bouton annuler sera faux, mais actif n'est pas vrai, ça ne contient pas actif. Donc, vu que ce n'est pas actif, on va aller dans le else. Et ici donc, je vais dire que rajoute actif. Lorsque je rajoute actif, et je vais aussi rajouter activating. Activating, c'est pour que l'animation d'activation apparaisse. C'est ça qui fait que il y a cette animation là. Et maintenant, je fais pareil aussi. Je mets un set timeout après une certaine durée. Cette animation elle est plus courte que l'autre, donc j'utilise duration short. Et après cette durée là, je retire la classe activating. Ça c'est comment on fait pour faire apparaître et disparaître l'élément. Maintenant, notre élément annulé ici, il est toujours à false lorsqu'on clique sur le bouton nouvelle tâche. Mais lorsque je clique sur le bouton annuler, là, il sera appelé ici, bouton annulé, il sera appelé affiche to do, mais avec la valeur true. Donc, on va donc venir ici dans le if annulé. Donc, si c'est vrai, on vient plutôt dans cette partie du code. Et ici, ce que je vais faire, c'est rajouter la propriété deactivating. Déjà, lorsque je clique, ça rajoute deactivating, ça fait jouer l'animation de disparition. Et je fais un reset du formulaire. Je vais retirer deactivating. Toutes ces classes-là sont retirées. Et notre élément est rendu vierge en quelque sorte. Il a ajouté sa classe task component creation ou task creation component. Et c'est comme ça qu'on gère l'affichage et les disparitions de ce composant-ci. Tout ça, c'est géré par cette fonction. Maintenant qu'on sait comment afficher notre bouton ici, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton ajouter? Le bouton ajouter, on a un event listener pour lui aussi. Le bouton ajouter, lui, va appeler la fonction create to do. Donc, on va y aller et on va voir ce qu'elle fait. Create to do, elle va sélectionner notre to do form, c'est-à-dire cet élément-ci, et prendre l'élément to do titre. Fait pareil pour le to do form et prendre l'élément to do date échéance, prendre to do heure échéance. Ça, ce sont des inputs. 1, 2, 3. Donc, je prends les éléments. Et ça, ce sont des names que je vous ai donnés dans mon HTML. Vous voyez ici, par exemple, to do titre, c'est un name. Donc, je les sélectionne rapidement dans mon JavaScript avec ces suites de propriétés ici. C'est un tableau qui contient tous ces éléments-ci dans notre formulaire. Je les sélectionne et je les mets dans des variables. Une fois que je les ai mis dans des variables, je vais pouvoir maintenant jouer un peu avec la date d'échéance, c'est-à-dire l'initialiser. La date d'échéance va correspondre à la valeur date échéance de la variable, mais aussi heure échéance. Donc, je les mélange tous les deux pour pouvoir créer une date unique qui sera passée dans la création de mon to-do. Donc, je crée une variable to-do là, new to-do, qui est une classe que je vous ai montré tout à l'heure. Et je passe ces valeurs-ci dans mes paramètres du constructeur. Si la valeur d'échéance a été bien créée et que ce n'est pas quelque chose de undefined ou quelque chose de non valide, là, on va créer une nouvelle date qui est juste vide, qui
correspond à la date actuelle. Je fais un console log de ces différentes valeurs là pour pouvoir, ça c'était pour faire du débogage, et je vais pouvoir ajouter to do et afficher to do form. Ce sont des fonctions que je passe. Ajouter to do maintenant. Donc une fois que j'ai pris tous les éléments de mon composant, je les ai créés dans une classe. Je vais maintenant passer cet élément que j'ai créé ici à ma fonction ajouter to do. C'est elle qui va se charger d'ajouter le nouveau to do à la liste des to do. Donc ce que je fais ici en gros, c'est faire disparaître notre élément composant. Donc une fois qu'on a cliqué sur créer, ça fait tout ça, ça crée le to do, ça crée une instance de to do, ça l'envoie la fonction ajouter to do et ça fait disparaître notre élément ici. Maintenant ajouter to do, vous voyez ce que lui fait, c'est une petite fonction. Ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre id, il va prendre to do id increment plus plus. C'est ici qu'on utilise notre incrément pour les id. Donc je vais chaque fois rajouter id de 1 avec plus plus et l'affecter à notre to do id qu'on a passé un paramètre. Donc ce to do maintenant a un id unique vu que chaque fois qu'on ajoute de 1, ça peut pas se répéter. Maintenant je vais prendre mon to do, mon tableau, et je vais rajouter ce dernier to do qui a été mis là. Et une fois que j'ai fini de faire tout ça, ce que je fais c'est dispatch to do updated pour dire à l'application que la liste de to-dos a été mise à jour. Maintenant, on a terminé to-do, supprimer to-do, qui sont appelés lorsqu'on clique sur check ou bien supprimer sur les deux icônes ici. Ça appelle ces différentes fonctions et ça le passe ID en paramètre. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais aller dans l'afficher pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Parce que toutes ces autres fonctions ici dépendent en fait déjà de lorsque la tâche est créée en fait. Donc elle sera exécutée, elles seront exécutées seulement lorsqu'une tâche a déjà été créée. Donc, on va voir comment est-ce qu'on affiche les tâches. Pour afficher les tâches, c'est une fonction qui est un peu longue quand même, mais elle est simple. Ici, c'est que je vais d'abord vérifier est-ce que mon tableau to-do est vide. Avec ça, la longueur des éléments avec la propriété length. Si elle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun to-do pour le moment. Ce que je vais faire ici, c'est modifier, rajouter ce H3 ici qui dit qu'il n'y a rien à faire. Et je viens de voir que j'ai fait une inner HTML directement après qui annule ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça, c'est une erreur de ma part. Parce que normalement, si je viens ici gendre et qu'il n'y a vraiment aucun élément, ça va rajouter cet élément rien à faire, bien sûr, oui. Mais après, ça va directement effacer cet élément encore. Donc, je dois mettre ça avant cette condition-là. Et là, ça va marcher. Maintenant, ce que je fais donc, c'est que je vais à travers chaque élément dans mon tableau de to-do et je vais sélectionner un to-do et je vais créer un élément nouveau. Donc, pour afficher mes to-do, chaque fois, ce que je fais, c'est recréer tous les éléments, tous les UI, tous les diffs, toutes les fonctionnalités qui vont à travers ça. Donc, lorsqu'on ajoute un élément, ce que ça fait, c'est que ça vide mon to-do list en termes du UI, ça vide tous les éléments qui sont affichés. Ils ne sont plus affichés. Et ça recrée tous les éléments. Tout ça se fait en des millisecondes. C'est pour ça que vous voyez que lorsque je viens de cliquer quelque chose là, je clique ajouter. C'est un peu comme si ça rajoutait juste une tâche. Mais ce que ça a fait vraiment, c'est que c'est aller supprimer tous ces éléments et recréer tout, mais à des millisecondes. Donc, à l'œil nu, c'est comme si on a juste rajouté ces tâches là en dessous. Donc, c'est que je pars donc à travers chaque élément dans le tableau. Et je vais créer un div, je vais rajouter la classe que c'est une tâche et je vais set attribute data id à todo id. C'est ça qui me fait que chaque élément normalement a son id unique dans l'attribut data id. Si je fais un inspect ici, je sélectionne lui, vous allez voir que il a son data id qui est 0, il est le premier élément, le prochain c'est 1, troisième c'est 3, etc. Donc chaque élément a son data id unique. C'est ici que je le set. Après je mets maintenant tout le contenu de HTML. C'est ici que je crée ça. Et lorsque j'ai fini de faire ça, je fais append child to the item, lui, que je créais tout et que je configurais, je le rajoute à ma liste de tâches. C'est comme ça que toutes ces tâches-là sont rajoutées une fois que on reçoit l'événement update to do ou bien to do's updated. Donc, comment créer les éléments, le contenu HTML, c'est que j'utilise ces guillemets anglais, je pense comme ça qu'on les appelle, qui me permet de pouvoir insérer le code des variables dans mes codes en fait. C'est que je n'ai pas besoin de faire des concaténations avec un code plus, etc. Je peux écrire tout ça juste comme si c'est du HTML et ce que je vais me charger donc de faire, c'est juste lorsque j'ai besoin d'utiliser la valeur d'une variable, je peux la mettre entre $ et code, crochet, entre $ et crochet et passer l'attribut de l'élément. Donc on a vu la structure HTML d'une tâche tout à l'heure, donc je ne vais pas vous expliquer la structure, juste que maintenant je me charge de remplacer chaque valeur où elle a besoin d'être par la vraie valeur de l'élément to-do en fait. Donc si j'affiche to-do date échéance, heure échéance par exemple, ici je fais afficher
Et maintenant, où c'est intéressant, c'est que lorsque je crée ce div ici en bas, lorsque je crée ces boutons, je rajoute la méthode onClick et je lui dis que lorsqu'on clique, appelle app.terminerTodo et pas sur le paramètre todo ID. Donc même en créant cet élément-ci, je définis déjà ce event listener ici. Lorsqu'il sera cliqué, passe ce paramètre-ci. Je pourrais le faire à l'extérieur de ce inner HTML-ci. Peut-être que c'est même plus recommandé, mais je l'ai juste fait comme ça. Que lorsqu'on clique sur cet élément, il va appeler directement terminer app to do. Il va juste appeler terminer to do en passant l'ID ou bien supprimer to do en passant l'ID. C'est ça maintenant qu'on appelle ces fonctions qu'on a vu tout à l'heure. Et là maintenant on peut aller, je vous l'explique, parce que c'est ici qu'on les appelle. Donc lorsque la tâche est créée avec ces différents éléments-ci, j'ai déjà les event listener sur eux. Ils attendent juste que je les clique et il va aller à terminer to do. Je vais à terminer to do. Qu'est-ce qu'il fait? Terminer to do. Il est où? Ok. Terminer to do. Lui, vu que je l'ai passé un ID en paramètre, ce qu'il va d'abord faire, c'est faire un query selector et sélectionner la tâche dont son data ID est égal à ce ID-ci que j'ai passé en paramètre. Ça fait que je vais sélectionner cette tâche uniquement là, vu que chaque tâche a un ID unique. Donc ça sélectionne cette tâche là, ça le met dans une variable et je vais rajouter la classe delete checking, vu que je suis en train de terminer une tâche. Lorsque je rajoute la tâche checking, ce que ça va faire, c'est que ça va jouer l'animation de checking, c'est-à-dire faire pouf. Et maintenant, je fais une animation. Il dit set timeout, donc après un certain nombre de temps, après la durée de l'animation, exécute cette fonction-ci. Dans cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? C'est sélectionner dans mon table de to-do, le to-do dont son ID correspond à celui-ci. Donc, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'isoler ce to-do dans mon tableau. Lorsque je l'ai trouvé, je peux changer sa valeur à est terminé. Parce que j'ai changé sa valeur à est terminé, je peux maintenant le rajouter dans mon tableau de liste terminée. Il sera rajouté dans mon liste il sera rajouté dans mon tableau de liste terminée. Je vais faire un filtre pour sélectionner tous les éléments dont le ID sont différents de ce ID-ci que j'ai passé en paramètre. En gros, ce que ça fait, c'est ça parcourt tous les éléments, ça sélectionne tout le monde sauf celui que dont l'ID est exactement celui que j'ai. Donc en gros, je suis en train de supprimer cet élément du tableau en fait. Vu que s'il reprend tout mon tableau sauf cet élément, donc il y a juste de supprimer cet élément en fait. Donc là, je supprime cet élément et je prends ce tableau-ci, je le mets dans mon nouveau tableau. Donc mon nouveau tableau devient le tableau sans la tâche terminée. Vu que j'ai déjà rajouté ces tâches dans ma liste des tâches terminées, je veux qu'ils soient retirés de la liste des tâches qui sont à terminer, qui ne sont pas terminées. Une fois que j'ai fait ces deux choses-là, c'est-à-dire mettre à jour les différents tableaux, je vais faire le dispatch de mes différents événements. Signaler à l'application que ma liste des tâches a été mise à jour, ma liste des tâches terminées a été mise à jour. Après, je supprime cette animation aussi. Et c'est comme ça qu'on a, lorsque je clique sur compléter, ça fait jouer l'animation. Ça fait tout ce qu'on vient de dire là. Et on a notre UI qui est mise à jour grâce à ces événements qu'on déclenche. Supprimer marche presque pareil. C'est juste que la tâche qu'on appelle, c'est deleting plutôt. Et que au lieu de le rajouter dans la tâche terminée, c'est que je vais... au lieu de rajouter dans la tâche terminée, c'est que je vais le sélectionner. Bien sûr par son ID aussi. Et je vais le supprimer de ma liste de tâches. Et je te dis que mets à jour ma liste de tâches. Donc je le supprime juste et je mets à jour ma liste de tâches. Supprimer to do terminé marche pareil. C'est juste que je supprime cet élément de ma liste de tâches terminée. Dans les mêmes animations, la même chose. Ça c'est même une répétition de code. Vous voyez que ces deux fonctions-ci, quand je la regarde, tout est pareil. C'est juste l'élément dans lequel on supprime qui diffère. Donc il y aura sûrement une manière de refactoriser ça et passer un autre paramètre dépendant si l'ID est terminé ou pas et ajuster un peu ça. Donc tout ça vraiment peut être regroupé en une fonction. Là c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Et là on a vu quasiment toutes les fonctions. Il manque juste la fonction update to do titre. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur vient ici? Il modifie ça. Ici qu'est-ce que je fais? C'est que je prends l'ID parce que j'ai mis ça aussi dans mon élément ici. Lorsque je le créais, j'ai mis, vu que ce titre c'est un H3 content editable, j'ai dit on change. Donc lorsque tu changes, appelle la fonction update to do titre avec cet ID ici. Donc pour dire que update le titre de ce to do ci. Et lui, ce qu'il fait, c'est juste il sélectionne et trouve le to do dont l'ID correspond à celui-ci. Et il prend ce titre qui a été passé en paramètre, il affecte au titre des données pour que la valeur que l'utilisateur voit corresponde aux valeurs que l'application a dans sa base de données. Si tu as vraiment regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, tu es un champion, bravo. J'espère que tu as aussi pris le temps de la recréer. Comme je dis, le code source est en description. Tu peux la lire, référencer ce code-là
Mais vraiment, prends le temps de recréer, de passer à travers chaque étape de création de cette application-là. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, si cette application t'a vraiment plu à la créer, tu as pu la réaliser, qu'elle fonctionne, super. Ce que je vais recommander, c'est que tu regardes cette vidéo aussi qui va parler d'une erreur que commettent beaucoup de débutants, qui les gardent médiocres beaucoup plus longtemps en fait, qu'ils ne devraient l'être. Prends soin de toi. Ciao.